Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacées. Je voulais aussi dire quelque chose que je n'avais jamais pu réellement dire ailleurs. Il n'y a pas de poids de mesure, on ne peut pas comparer les choses. Les agriculteurs travaillent, on ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS. On ne navigue plus simplement dans la langue de bois, on navigue dans un véritable art de ne pas dire, art de ne pas assumer ce qui est fait. La gauche républicaine et ses dirigeants vient de s'allier avec l'extrême gauche qui s'est durant la même campagne rendu coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'anti-parlementarisme et au fond de rupture de fait avec beaucoup là aussi de valeurs de la République. C'est un monde qui menace la démocratie elle-même. Il est 20h, vous la découvrez, notre première estimation. Le Rassemblement national et sa liste sont à 32,4%. À l'origine du projet, chez moi, il y a deux préoccupations. La première, c'est pas une préoccupation, mais plutôt une envie, qui était celle de retrouver le public, de retrouver la scène, de retrouver les gens. Certains me connaissent peut-être à travers mes interventions médiatiques, mais mon vrai métier, c'est d'être enseignant, d'être professeur. Ce contact direct avec les gens me manquait. Je voulais aussi dire quelque chose que je n'avais jamais pu réellement dire ailleurs. Je me rendais compte depuis longtemps déjà qu'il y avait un thème qui, moi, m'animait très fort et dont j'avais parlé à de multiples reprises, mais qui n'avait jamais eu réellement l'écho qui me paraissait nécessaire. C'était le fait de réfléchir au sens des mots, aux techniques de communication actuelles qui évident les concepts de leur sens, qui évident les mots de leur contenu, et comment est-ce que cette nouvelle communication, eh bien, me semble-t-il, mène à affaiblir la démocratie elle-même. Ça faisait des mois, des années même que je voyais les nouvelles techniques de communication qui ne visaient plus à dire les choses avec le plus de force possible, ce qui devrait selon moi être le sens de la communication politique, mais qui visait au contraire à ne pas dire ce qui était fait, à ne jamais assumer les décisions qui étaient prises. Et ça pour moi c'est quelque chose d'extrêmement frappant, un monde dans lequel on ne navigue plus simplement dans la langue de bois, on navigue dans un véritable art de ne pas dire, art de ne pas assumer ce qui est fait. Ce monde de communication-là, c'est un monde qui menace la démocratie elle-même. La démocratie, c'est le régime dans lequel, à minima, les responsables doivent assumer la responsabilité de ce qu'ils font. Mais comment les tenir comptables de ce qu'ils font s'ils ne nous le disent jamais réellement? Un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Je n'ai jamais dit que j'étais ni de droite ni de gauche. Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Il y a eu une doctrine restrictive pour ne jamais être en rupture. Et nous n'avons jamais été en rupture. En réalité, on a vu que le risque de contamination est souvent beaucoup plus fort en dehors du cercle scolaire. Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Certains SDF ne souhaitent pas être mis à l'abri. Mais il y a plein de raisons pour lesquelles un SDF refuse d'être mis à l'abri. Qui aurait pu prédire? C'est la première fois qu'on prend de face le sujet du chlordécone. Il ne faut pas dire que c'est cancérigène. Il n'y a pas d'image de violence policière. Il y a une scène où un policier, dans l'action, à un moment d'une charge, a effectivement poussé quelqu'un. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme. Je lui dis en tant que président de la République, mais en tant que citoyen, il rend fier la France. Et on ne peut pas commencer à dire que n'importe qui sera au tribunal public. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Il n'y a pas un Français, je pense, qui pense qu'il n'a pas été un bon président de la République. Toutes ces questions-là, elles me taraudaient, elles me semblaient essentielles. J'avais essayé de les aborder à travers quelques chroniques parfois. Mais il n'est plus non plus possible aujourd'hui de continuer de prétendre que les violences policières seraient uniquement le fait d'individus isolés. Quand Gérald Darmanin dit cela, il commet au mieux un déni de réalité et au pire un mensonge éhonté. Cela lui permet de ne pas avoir à poser les deux seules questions qui vaillent. La première, quelle décision politique faut-il enfin prendre? Et la deuxième, quelle responsabilité politique faut-il enfin engager? Je me rendais bien compte qu'elles engagent en réalité des interrogations qui sont existentielles pour nous autres citoyennes et citoyens. Et pour aborder des questions aussi fortes, aussi frappantes, l'intellect ne suffit pas.
faire comprendre ne suffit pas, il faut faire prendre conscience, il faut rendre sensible. Et ce qui permet de faire prendre conscience, de rendre sensible, ce qui permet de montrer plutôt que de démontrer, eh bien c'est l'art, en tout cas c'est le théâtre, une pièce dans laquelle je ne me contente pas d'expliquer aux citoyennes et aux citoyens ce qui se passe, mais j'essaye de leur montrer en incarnant devant leurs yeux l'un des responsables fictionnels de cette nouvelle communication, c'est-à-dire en l'occurrence le conseiller en communication du président de la République. Je m'appelle Gilles Matana, je suis producteur de spectacles et tourneur de spectacles. Je connais Clément depuis, je crois, 4 ou 5 ans. Je suivais ses vidéos sur YouTube notamment et toutes ses activités médiatiques sur iTélé, puis sur Click, puis sur Quotidien. Et en fait, j'avais décidé, quand il était chez Click, de le contacter avec une sorte de vision que ce garçon que je ne connaissais pas devait faire quelque chose sur scène. Il me semblait que j'avais un peu compris quelle était sa démarche générale par son livre, par ses moultes activités télévisuelles et ses prises de parole, qu'il y avait une place pour lui sur scène pour continuer à dire ce qu'il a à dire. C'est-à-dire apporter une connaissance qui est utile à la société. Et donc on a beaucoup parlé, le Covid est passé par là, à l'époque il écrivait son livre et Planète se sera un peu aligné. Un jour il m'a dit bah c'est bon, on le fait. Et voilà, on a créé ce spectacle. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, je vous rappelle qu'on est au théâtre avec L'Art de ne pas dire, le seul en scène que j'ai coécrit avec mon compère Ferdinand Barbet, Ferdibi, et qu'on joue à partir du 28 janvier au Théâtre Le Pic. On est en pleine préparation de la saison parisienne, t'as pas le droit de te gaufrer grosso modo sur une saison parisienne, faut être très bon. On travaille sur la saison parisienne, je peux pas trop vous en dire, mais on prépare tout ça. Je connaissais déjà Ferdinand Barbet sur un autre projet, et donc je pensais que Ferdinand était la bonne personne pour l'aider à écrire. Ferdinand Barbet, je suis auteur et metteur en scène. Quand Gilles et Clément, ils ont fait appel à moi, c'était il y a 2 ans. Ils avaient déjà en tête l'idée de faire un projet de théâtre ensemble. Ni l'un ni l'autre n'avaient vraiment les outils, les clés pour créer quelque chose, concevoir en fait un objet théâtral. Il leur fallait quelqu'un qui sache écrire pour le théâtre, comprendre qu'un texte doit comporter en lui-même une certaine oralité et une certaine structure pour donner un fil, une dramaturgie et quelque chose de vivant à suivre. Moi je fais ça depuis 15 ans et je pouvais faire quelque chose avec ça. Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Non, tout va bien. Tout va bien. Naturellement, ils se sont rencontrés, ils ont aimé travailler ensemble, ils étaient très complémentaires. C'était à Ferdinand de reprendre la mise en scène puisqu'il était aussi le co-auteur du spectacle. Donc voilà comment tout s'est fait. J'ai accompagné ça avec une vision, avec une idée, avec beaucoup de discussions avec Clément et Ferdinand aussi. C'était assez passionnant, même totalement passionnant d'assister à la création de ce spectacle. Et encore plus avec le regard d'aujourd'hui, c'est-à-dire quand on l'a créé, la politique française était à son état il y a 2 ans. Et en fait, c'est comme si ce spectacle était un peu prémonitoire de ce qui allait se passer. Et ça, on pouvait pas le savoir à l'époque. Je pense que le format seul en scène se prêtait à l'art de ne pas dire parce que on voulait faire une fausse conférence. Cette fausse conférence était tenue par un homme seul, qui montait sans aucun accessoire, défier le président. Donc défier le gouvernement, défier le pouvoir de manière générale. Et donc ça faisait sens que la forme soit si vulnérable, qu'on soit en fragilité, qu'en fait qu'on n'ait rien pour s'opposer si ce n'est la force du théâtre, la force d'un discours construit. Donc le seul en scène, je trouve, était pertinent à ce niveau-là. On voit que même avec rien, on peut quand même tenter des choses. Choisissait ses vêtements dans des boutiques de luxe, en pensant bien s'habiller, alors que le but aurait dû être de communiquer. C'est vrai que le rapport au théâtre, il est particulier. Déjà, je le découvre avec beaucoup d'humilité. Hein. C'est ma première pièce, la première fois que je monte sur scène dans un rôle, et ça n'est pas du tout anodin. C'est un exercice, un travail totalement différent du travail de conférencier. Il y a des bases communes, évidemment, le travail de la voix, le maintien, la corporalité sur scène. Je ne partais pas de zéro, mais derrière, il y a tout un univers qui s'est ouvert à moi qui s'appelle le jeu. Il y avait toute la dimension liée au jeu que Clément avait fréquenté un petit peu parce qu'il est prof et donc habitué à avoir un public, et aussi parce qu'il apparaissait à la télé. Donc s'adresser à des gens, c'est quelque chose qu'il savait faire, mais ça restait quand même très différent du live, du plateau, de la sensation d'avoir les gens autour de soi. Cette différence, c'est en partie ce qu'on appelle le jeu d'acteur, c'est-à-dire en fait adapter de façon
de dire, la façon de traiter la langue, de manière à ce qu'il y ait une interaction, une vibration, une porosité entre soi, acteur, et puis public. Et moi, il se trouve que je suis aussi prof à l'École nationale de Marseille, pour les comédiens et les comédiennes. Donc, je pouvais aussi apporter ça. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, donc ça fait 2 ans que Clément apprend à jouer, qu'aujourd'hui, il est plus amateur, professionnel, il a rencontré déjà une petite 50aine de fois le public, ça fait une petite 50aine de fois qu'on a déjà joué le spectacle dans des salles modestes, parfois plus grandes. En tout cas, qui sont allés de 120 places, là par exemple pour Avignon, parfois des salles déjà de 600 places. Donc on a déjà pu expérimenter des choses assez différentes, des niveaux de pression assez différents, des enjeux à différentes échelles. C'est un travail qui est vertigineux, c'est-à-dire réussir à faire vivre une situation sur scène. C'est un travail qui n'a pas de fin et c'est un plaisir qui est aussi tout à fait différent de celui du conférencier. Quand on fait une conférence, on a plaisir à expliquer des concepts, à expliquer des réalités, à transmettre ses connaissances. Là, on a le plaisir de faire résonner un texte, de faire sonner des mots sur le plateau, des mots qu'on a écrits, coécrits. Et ça, c'est un plaisir merveilleux de faire sonner un texte sur scène, sur le plateau. C'est un travail que j'ai pas totalement découvert et en même temps que j'ai totalement découvert. Clément va être de plus en plus à l'aise en tant que comédien. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, il s'améliore, il prend de l'aisance, il devient de plus en plus accessible pour eux, il s'adresse de mieux en mieux à son public. Donc on ressent que des énergies encourageantes là-dessus. Moi, j'adore travailler avec des stratégies. Comme je viens du monde sportif et de la planification sportive, j'applique souvent ça dans ma vision de production de spectacle. On s'était dit avec Clément et Ferdinand que le spectacle devrait être prêt pour juillet 2024. Et en fait, on a énormément anticipé, énormément fait de choses déjà dans l'année qui vient de précéder. On n'a pas beaucoup exposé médiatiquement le spectacle pour le laisser aussi grandir et laisser aussi Clément prendre sa dimension sur scène, puisque Clément fait aussi le pari de se mettre en position de comédien, ce qu'il n'a jamais fait. Donc tout ça demande du temps, de l'apprentissage. Donc on a laissé ce temps-là. À un moment donné, il y a des résultats et toutes les villes qu'on a faites, même sans trop communiquer sur la saison qui vient de se passer, les quelques dates à Paris qu'on a faites, ont été remplies extrêmement rapidement. Plutôt une satisfaction. Évidemment, une satisfaction de producteur, parce que ça veut dire que tu as tapé juste. Après, c'est le public qui fait la réalité d'un spectacle. Mesdames, messieurs. L'écoute du public est une écoute particulière également, une forme de focalisation, une forme de concentration, l'intensité de la communication au théâtre qui est encore, j'allais dire bien supérieure, mais peut-être bien différente de celle qu'on a dans une conférence ou dans un cours. Souvent, t'as beau l'imaginer, t'as beau l'anticiper, à un moment donné, la réalité, c'est des gens devant un spectacle. C'est une rencontre ou pas une rencontre. Des fois, on se trompe. Et puis, des fois, ça marche. Comme là. Après les représentations, quand on va à la rencontre du public, on a plusieurs types de réactions. On voit des spectateurs, des spectatrices qui sont très politisés, qui ont des opinions bien ancrées, qui sont bien au fait de ce que la communication politique fait à notre débat public. Et ces personnes-là, bien souvent, abordent la pièce, ou plutôt reçoivent la pièce avec une forme de jubilation, une forme de plaisir de voir dit sur scène des choses qui correspondent à leur ressenti et qu'ils ont plaisir à voir explicité, à voir pointé du doigt, à être dites sur scène. Une forme de plaisir, de jubilation, à être confirmés dans le fait qu'ils ne sont pas fous, voilà, tout simplement. À être confirmés dans le fait que oui, ce qui est en train de se produire dans la communication politique aujourd'hui, en effet, ça n'est pas anodin. En effet, on a tout à fait la légitimité pour s'en alarmer, s'en inquiéter et même s'en insurger. Et puis il y a d'autres spectateurs ou spectatrices, peut-être un peu moins politisés ou peut-être un peu moins au fait des débats de sciences politiques autour de toutes ces questions, qui découvrent en fait une partie des choses que nous expliquons ou que nous montrons sur scène. Qui découvrent à quel point la langue a été manipulée, a été saccagée, a été vidé de son contenu, qui découvre à quel point est-ce que le mot démocratie lui-même commence à ne plus vouloir dire tant de choses que cela. Et chez ces spectateurs et ces spectatrices-là, c'est vrai que la pièce peut avoir un impact très fort. On a des gens, à la fin du spectacle, qui viennent nous dire « mais j'entendais autour de moi les autres personnes rire, et moi, rien de ce que vous avez dit ne m'a fait rire ». C'est des réactions qu'on a eues plusieurs fois, des spectateurs ou des spectatrices qui ont été frappés par
la pièce que nous leur proposions, et ça c'est quelque chose de précieux que l'on recueille comme tel, parce que ça veut dire qu'on a réussi à susciter une forme de prise de conscience, et c'est exactement à cela que nous visions avec Ferdinand quand on a écrit le texte. Les gens sortent du spectacle, souvent un peu sonnés, mais aussi en nous remerciant en disant bon bah ok, en fait je suis pas fou, ce que je ressens c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui avec des mots, et ça m'a fait du bien de les entendre parce que j'ai compris comment ça marchait. C'est un peu quand tu sens que t'es manipulé, et qu'à un moment donné, on t'explique exactement quelle est la technique de manipulation, et tu dis mais oui, mais évidemment. Du coup, c'est salvateur. On a pris soin de présenter la pièce à des chercheurs en sciences politiques. Je leur ai proposé de venir voir la pièce. Un grand nombre d'entre elles et d'entre eux nous ont fait l'honneur d'accepter. C'était important pour nous d'avoir le regard des académiques, d'avoir le regard des experts en sciences politiques, mais aussi en psychologie cognitive, d'avoir leur regard sur notre travail, parce que nous voulions être sûrs que nous proposions une production qui soit, je l'espère, fort d'un point de vue artistique, soit aussi solide d'un point de vue théorique et académique. On a eu quelques amendements, aucune critique franche, mais quelques amendements qu'on a intégrés. Le texte a un tout petit peu évolué à la marge, au gré de ses retours sur les premières représentations, parce que nous voulions proposer aux spectateurs et aux spectatrices le texte le plus précis qui soit du point de vue de la science politique. Donc les quelques retours qu'on a eus qui étaient justes, judicieux, légitimes, nous ont amené à amender un tout petit peu le texte. La pièce n'est pas une pièce d'actualité. Ça n'est pas une pièce sur le contexte français. Ça n'est certainement pas un brûlot anti-Macron. Cette pièce, c'est une réflexion générale sur une forme de communication politique qui a émergé avec Donald Trump aux États-Unis et qui s'est répandue un peu partout, en tout cas dans certains pays. Le Brésil avec Jair Bolsonaro, la Grande-Bretagne avec Boris Johnson et la France avec Emmanuel Macron. Donc nous, notre désir, c'était de réfléchir sur cette nouvelle forme de communication politique. On s'était toujours dit avec Ferdinand que potentiellement, on pouvait amender un peu la pièce à la marge pour réirriguer nos exemples de choses qui auraient pu être dites dans le moment. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Nous avons réussi à nous mettre d'accord. Il s'agit en effet de proposer au pays une rupture totale avec la politique d'Emmanuel Macron. C'est d'abord la gauche, le nouveau Front populaire qui arrive en tête. Une extrême gauche à tendance violente, antisémite et anti-républicaine. Donner 300 circonscriptions à LFI. Donc à des gens qui ont assumé très clairement de ne pas condamner l'antisémitisme. Évidemment, personne ne pouvait prédire, je crois, la dissolution. Personne ne pouvait prédire ce contexte politique troublé dans lequel on évolue aujourd'hui même. Soir où Emmanuel Macron annonce la dissolution de l'Assemblée nationale, ce soir-là, je regardais les résultats avec Gilles et Ferdinand, et on s'est tout de suite dit, là, il va falloir faire évoluer le texte sur le fond. On était prêt à réécrire des pans entiers de la pièce. On s'est rendu compte qu'il nous suffisait d'ajouter littéralement 3 lignes pour faire totalement résonner cette pièce avec le monde dans lequel nous vivons. Quand on a écrit L'Art de ne pas dire, c'était une chronique du monde communicationnel, du monde politique dans lequel nous vivions. Aujourd'hui, L'Art de ne pas dire, c'est devenu une chronique qui explique comment nous en sommes arrivés là, qu'est-ce qui s'est produit dans le débat public, dans l'espace public, pour que aujourd'hui, des déclarations qui contredisent brutalement la réalité, brutalement la vérité, puissent être malgré tout assumées, sans que leurs auteurs ou leurs autrices n'aient à en payer les conséquences, n'aient à en payer le prix. Comment nous en sommes arrivés là? Comment se fait-ce que certains responsables politiques aient pu faire campagne en étant systématiquement contredits, en ayant systématiquement tort, en étant systématiquement débunkés, en se faisant même parfois humilier dans des débats tellement ce qu'ils disaient était éloigné de la réalité, tout en obtenant quand même, malgré tout, de très beaux résultats électoraux? Eh bien, ça n'est possible que parce que nous évoluons dans un espace communicationnel où on a perdu le contact avec le réel, où s'est installée une forme d'indifférence au vrai, comme dit la philosophe Myriane Revaud-Delhomme quand elle parle de l'ère de la post-vérité. C'est ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est ce monde qui explique une partie des résultats électoraux que nous avons connus ces dernières semaines, et au fond, cette pièce, c'est la chronique qui explique comment est-ce que nous avons pu en venir en France à vivre dans cet espace communicationnel, dans cet espace public, politique, à ce point troublé et distordu.
La suite, ça va être à partir de fin septembre, une vraie exposition parisienne. Il y aura une 60aine de dates à Paris, plus une première tournée d'une 30aine de dates. On va essayer de passer un petit peu partout. On ne sait jamais jusqu'où on peut aller, mais je pense qu'on va aller en tout cas jusqu'à 2027, puisque c'est la date à laquelle Clément a décidé d'arrêter le spectacle. Le début de l'aventure, mais c'est aussi une étape charnière, puisque on n'est plus en train de tâtonner, on n'est plus en train de simplement expérimenter ou de voir si ça peut le faire. Maintenant, on y croit, on le défend, on sait à quoi il ressemble, on sait trouver un vrai écho quand il s'adresse à des gens. C'est un moment hyper beau, hyper charnière. Ce qui est sûr pour nous, c'est que cette pièce, elle est écrite dans un moment qui est la deuxième présidence d'Emmanuel Macron en France. Un moment qui légitime et qui justifie, je crois, d'avoir cette réflexion sur la manière dont nous communiquons aujourd'hui, sur ce qu'est devenu le marketing politique, ce qu'est devenu la communication politique. Il est tout à fait possible qu'au lendemain de la présidentielle et des législatives, s'il y en a, de 2027, il est tout à fait possible que ce soit un autre spectacle, une autre parole, une autre réflexion qui soit à ce moment-là nécessaire. C'est pour cela qu'on a pensé la tournée, on a pensé la vie de ce spectacle jusque 2027. Pour l'instant, il est impossible de savoir ce qu'on fera après. S'être attaqué à la langue, à une critique de la langue en politique, donne envie de prolonger le travail sur le décryptage du monde politique à travers d'autres prismes, d'autres truchements. On va peut-être un deuxième volet, peut-être sur les chaînes d'information en continu, comment elles ont évolué, d'être déterminantes aujourd'hui dans les enjeux liés au pouvoir, à la description du pouvoir. Voilà, ce serait une piste potentielle en effet. Ce qui est sûr, c'est que moi je suis tombé amoureux de l'expression théâtre. Je trouve que c'est merveilleux d'avoir cette chance inouïe que de pouvoir bénéficier d'un espace de liberté absolue. Parce que c'est ça la scène en réalité. Le théâtre, et notamment le théâtre le plus contemporain, je le connais assez peu, là encore je l'aborde avec beaucoup d'humilité, mais ce que j'en découvre me montre à quel point la scène est un espace de liberté où des artistes s'autorisent à presque tout faire. Le fait que certains artistes montrent à quel point la scène est un lieu où l'on peut tout faire me fait penser à moi que la scène c'est aussi un lieu où l'on peut tout dire. Et c'est cet espace de liberté qui est merveilleux. Pouvoir venir présenter pendant 1h15, 1h30, peut-être plus qui sait demain, venir présenter une pensée, une réflexion, une incarnation au public de manière exigeante, créer cette bulle de communication dans laquelle nous évoluons toutes et tous dans la même pièce pendant quelques poignées de moments. C'est incroyable d'avoir cette chance-là de pouvoir faire résonner sa parole et sa pensée dans un tel cadre. En tout cas, moi, je découvre ce rapport au théâtre, ce rapport à la scène, au plateau avec émerveillement. On essaie tous d'avoir une sorte d'empreinte ou une action pour faire bouger les choses. Je ne sais pas si je l'ai fait sur d'autres spectacles préalables. J'imagine que oui, mais en tout cas pas aussi fort là. Donc moi je suis très fier déjà de l'aventure humaine qui nous porte avec Ferdinand, Clément et toute l'équipe qui m'invite autour, et aussi par le fait de mettre en œuvre cette parole qui est dite sur scène et qui résonne extrêmement fort aujourd'hui. Je ne sais pas quel va être l'impact. En fait, on n'a pas décidé d'avoir un impact, juste de dire les choses et de montrer les choses telles qu'on estime qu'elles sont. Faire un spectacle politique ne m'a jamais paru aussi nécessaire et aussi salutaire pour moi. Dans un climat aussi anxiogène, aussi inquiétant que celui d'aujourd'hui, pouvoir se rassembler autour d'un propos et d'une pensée construite sur la façon dont on en est arrivé là, de comment la politique française a opéré son glissement progressif vers la fascisation, à l'extrême droitisation du débat public, en fait, ça devient presque une prise d'escalade à laquelle je me tiens encore, et je me dis, heureusement qu'on prend parti en tant qu'artiste et qu'on arrive encore à défendre l'idée que la parole politique, que le monde dans lequel on vit est politique et qu'il faut être capable de le décrypter, de le comprendre, de le critiquer aussi. C'est une des définitions possibles de l'art, c'est d'être un miroir critique du monde, toujours un peu une parole en opposition, être toujours ceux qui veillent, ce qu'il y ait toujours un débat en fait, à ce qu'on puisse toujours trouver les choses à corriger, trouver les chemins vers plus de pouvoir pour le peuple, vers plus de lumière, de compréhension, de savoir. Si cela pouvait ne pas être ma seule pièce et ma seule expérience du théâtre, je pense que j'en serais très heureux. Je voudrais faire de moi maintenant le symbole d'une caste de privilégiés à combattre, à abattre. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Et je regrette par ailleurs qu'à Bruxelles on vote la même chose, mais qu'il reste inféodé au PS sous la coupe de Jean-Luc Mélenchon. 200 étudiants qui ont mis quasiment à feu et à sang Sciences Po.
qui utilisent le blocage. Bien sûr. Et c'est comme si le jour d'après, chacun reprenait ses billes et disait non, 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 moi je vais faire tout mon programme, rien que mon programme. Aucun d'entre eux ne peut le faire.